Je suis présidente de l'association Aidons Marina, qui aide les familles d'enfants malades du cancer, mais pas que, aussi les enfants atteints de maladies rares et de handicap. Et nous soutenons également la recherche sur les cancers pédiatriques. Et je suis également présidente de la fédération Grandir sans cancer. Ma fille Marina, que vous voyez sur cette photo, est décédée d'un gliome infiltrant du tronc cérébral, une tumeur du cerveau qui emporte 50 enfants chaque année en France. Il faut savoir que 550 enfants décèdent d'un cancer chaque année en France. À l'hôpital, de suite, on nous a annoncé ce cancer et on nous a annoncé surtout qu'on allait la soigner avec des soins palliatifs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de traitement curatif. A priori, ce n'était pas du tout héréditaire. Ces médecins étaient complètement démunis face à nous et à nos questions. Depuis toujours, notre association et la Fédération Grandir sans cancer se bat pour qu'un questionnaire soit donné immédiatement aux parents sur l'environnement qui entoure la famille, sur la manière dont a accouché la maman, comment ces familles se nourrissent, où sont nés les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, hein, puisque ça peut remonter assez loin. Il faut vraiment dédier un budget. Et en l'occurrence, 5 millions d'euros ont été débloqués fin 2018 sous l'impulsion de la Fédération Grandir sans cancer. Notre priorité, c'est que cet argent serve la recherche des causes des cancers pédiatriques. Je me bats depuis 8 ans pour les enfants qui demain auront un cancer, mais c'est une façon pour moi de mettre en avant Marina. Melville manifestait beaucoup de fatigue et il se plaignait de douleurs diverses dans les jambes, dans les genoux, de difficultés à marcher. Il se disait, c'est pas possible, notre enfant, il a quelque chose et personne n'arrive à trouver ce que c'est. C'est nous qui avons demandé une prise de sang, puisque personne n'a pensé à la prescrire, ce qui est bien dommage. Et on saura plus tard que tous ces symptômes, en fait, étaient les symptômes de la leucémie. Et voilà, donc mon fils est rentré à l'hôpital d'Amiens et nous nous sommes relayés pendant 47 jours avant qu'il puisse à nouveau sortir de l'hôpital. J'arrive à déterminer dans le secteur qu'il y a 2 enfants et 5 adultes qui ont eu des cancers du sang au cours des 3 à 4 dernières années, liés à des pollutions du passé. Les sols à proximité de mon habitation ont été pollués à l'arsenic, au plomb, au cuivre, des métaux lourds qui parfois ont des durées de vie de plus de 2000 ans. Il y a aussi une pollution aux hydrocarbures qui est très récente, juste derrière. Et on a enfin, toujours à 100-150 mètres de mon habitation, une ancienne sucrerie qui a pollué à l'époque aussi les sols et les nappes phréatiques. On pourrait plus aujourd'hui parler d'exposition à des facteurs différents sur la durée que de dire voilà, c'est l'usine X, c'est le magasin Y ou c'est Monsieur Z qui sont responsables de tous les maux. Non. Dans l'Oise, qui est quand même un gros département, nous n'avons absolument aucun registre mis à jour. Je ne pense pas qu'on puisse mener une politique de santé cohérente quand on travaille sur des estimations. Et ce manque de recherche qui nous amène à être confrontés à beaucoup de cancers qui sont incurables. Le projet Regard, c'est un projet qui date maintenant de juillet 2020. J'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux. Ce livre pourrait être aussi un compagnon de chevet pour les personnes qui vont être confrontées dans les temps qui viennent à ce qu'on a tous connu. Je m'appelle Sandrine, j'ai une petite fille, Léina, qui a 7 ans et on vit en Seine-et-Marne, pas trop loin de Disney. J'ai pris conscience de la maladie de ma fille très rapidement puisque c'est une jumelle. Donc, elle est arrivée avec son frère jumeau et très vite, je me suis rendu compte qu'elle ne grandissait pas de la même façon. Elle était un peu plus lente. Un peu plus faible. Et c'est à l'âge de 3 ans que nous avons eu un diagnostic comme quoi elle avait un syndrome de Rett. C'est une maladie génétique rare qui provoque très fréquemment une régression dans les acquis des petites filles la plupart du temps, puisque c'est 99% de filles et de femmes qui sont concernées par cette maladie. Difficulté à utiliser ses mains, perte de la parole, des douleurs gastriques, des difficultés motrices au point où elles peuvent se retrouver en fauteuil roulant ou voire ne jamais marcher. En fait, c'est un package de troubles qu'on espérerait ne jamais voir chez notre enfant. Aujourd'hui, Léina, elle va à l'école, elle a le sourire,
Et c'est pour ça qu'on a appelé justement notre association Quand un sourire suffit avec mon mari. Il y a des causes environnementales que je suspecte clairement dans la dégradation précipitée de ces troubles. Je dois faire attention à ce qu'elle mange, à ce qu'elle boit, à ce qu'elle porte et aussi à ce qu'elle respire. Les autorités doivent arrêter de parler. Maintenant, on sait ce qu'il nous faut faire. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Nous n'avons plus le temps, nos enfants en pâtissent. C'était un dimanche et ce dimanche-là, Alban, je ne le reconnaissais plus, il n'était plus lui-même. Après, nous pensions qu'il était plus fatigué et en fait non. Il n'était pas fatigué, il y avait le cancer qui était en train de se propager partout dans son corps, mais à ce moment-là, on ne le savait pas encore. Et dès le lendemain matin, il passait au bloc opératoire. On nous annonçait que c'était une leucémie et qu'il en avait pour plusieurs années, si tout se passait bien. On passe à ça, de ne plus avoir Alban, je ne sais pas combien de fois. Et puis, il y a toujours eu une bonne étoile, il s'est toujours passé quelque chose, une intervention médicale, une équipe médicale au CHU de Nantes qui est absolument exceptionnelle. Il m'a dit, mais maman, pourquoi est-ce qu'on tombe tous malades? Le deuxième combat, en plus de celui de la maladie, a commencé. Celui de la recherche des causes. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient malades sur notre secteur, donc autour de la ville de Sainte-Pazanne, au CHU de Nantes, au service d'oncologie pédiatrique, en croisant d'autres familles de notre secteur, en fait, ici. Nous en sommes à 24 enfants sur notre secteur qui ont déclaré un cancer depuis 2015. J'ai commencé à alerter les autorités sanitaires et leur conclusion, c'est, pour simplifier, circuler, il n'y a rien à voir. Et les conclusions de Santé publique France, c'est oui, certainement qu'il y a des raisons environnementales de l'ordre du cumul d'effets cocktails, donc c'est-à-dire de cumul de facteurs environnementaux divers et variés, mais ce n'est pas dans notre méthodologie et dans notre possibilité de travail de les analyser, parce que nous ne faisons pas de recherche. Et donc, ils nous ont dit au revoir en novembre 2019 en disant, ben voilà, tout est clos, l'enquête épidémiologique est terminée. Le registre des cancers pédiatriques n'a plus aucune donnée depuis 2014. On n'a pas de données scientifiques, on n'a pas de prélèvements environnementaux, on n'a pas de prélèvements sur les enfants non plus. Si effectivement on n'est pas en surnombre, ça veut dire que c'est la France entière qui est en surnombre. Et ça veut dire que ce qui se passe est bien plus grave que tout ce qu'on est en train d'imaginer. Ma fille un jour m'a dit, écoute maman, je ne vais pas bien, j'ai quelque chose de grave, il faut vraiment qu'on voie un autre médecin. Et on a été voir un autre médecin qui a ordonné une prise de sang, qui a révélé un nombre de cellules anormales dans son sang. Anne-Laure avait une leucémie et elle a été hospitalisée 2 jours avant son anniversaire, avant ses 14 ans. Elle a terminé son traitement. Elle a eu 2 ans de traitement lourd quand même, mais elle va bien et elle est en surveillance jusqu'à l'issue des 5 ans fatidiques de rémission. Dans notre rue qui comporte 6 maisons, eh bien, on a 3 maisons qui sont touchées par le cancer. D'une part, il y a un facteur génétique, mais ce facteur génétique, il ne vient pas de nous. Et je me suis dit, mais pourquoi elle-même a eu cette leucémie et pas ses 2 grands frères? Anne-Laure est née là où nous vivons actuellement, tandis que ses 2 grands frères sont nés dans une autre commune ailleurs. J'ai participé avec d'autres parents à une opération qui a permis de faire des analyses de cheveux d'Anne-Laure. Et on a trouvé des taux élevés de terres rares. Il y avait aussi sûrement une question environnementale autre liée à la présence dans le sous-sol de radon, à la présence aussi d'eau souterraine et à une électrosensibilité un peu surdéveloppée, on va dire. Dans notre secteur, il y a des éoliennes qui sont quand même assez éloignées de mon domicile, mais il y a une centrale de rediffusion électrique qui est à proximité de mon domicile. Donc, je soupçonne qu'il y ait quelque chose de lié à ce qu'on appelle l'effet cocktail. Il y a aussi des enfants, même s'ils étaient en haut risque comme Anne-Laure, qui guérissent. Et ça, c'est important à dire. C'est douloureux, mais c'est une nouvelle expérience et ça donne envie de vivre, quoi. Je m'appelle Virginie et mon enfant s'appelle Scott. Suite à une prise de sang, on avait fait quelques petites recherches sur Internet qui nous avaient déjà mis sur la piste d'une leucémie. Il sera annoncé comme guéri 2 ans après l'arrêt total des chimiothérapies.
J'ai développé ma grossesse sous les lignes à haute tension. Ensuite, on est aussi proche de tout ce qui est champs agricoles entretenus par des pesticides. Est-ce que c'est un cocktail, comme on dit, de facteurs qui aurait pu déclencher la leucémie de notre fils, sachant que d'autres à proximité ont développé également des leucémies et d'autres types de cancers. Je pense qu'effectivement, il y a un gros point sur l'alimentation et tout ce qu'on peut consommer. On a énormément de produits qui sont transformés et qu'on consomme sans vraiment s'en rendre compte. Les produits qu'on utilise et les terres dans lesquelles on plante nos fruits et légumes sont déjà infectés. Donc, nous avons créé notre propre association pour pouvoir venir en aide aux enfants malades. Et via cette association, je me suis aussi également engagée avec Grandir sans cancer. Grandir sans cancer et d'autres belles associations font et se battent pour pouvoir faire évoluer les lois, faire évoluer les conditions. Les fonds sont un réel problème dans notre pays, mais il y a encore beaucoup de chemin avant que nos gouvernants prennent vraiment la dimension des choses. J'ai décidé d'apporter mon témoignage d'un regard parce que ça permettra peut-être aux parents qui vont vivre ce genre de choses de mieux les vivre et aussi de sensibiliser les gens qui ont la chance de ne pas connaître les maladies pédiatriques et de leur dire attention, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, les premiers symptômes sont apparus chez Zoé au mois d'août 2018 et on a eu le diagnostic presque 2 mois plus tard, le 10 octobre. La veille du diagnostic, on m'a encore redit ne vous inquiétez pas madame, on écarte la leucémie. Et puis jusqu'au jour J où ils ont fait une ponction de moelle osseuse et en fait ils sont tombés des nues parce qu'ils s'y attendaient pas et ils m'ont dit en fait on est désolé, on vous a dit que c'était pas une leucémie mais en fait c'est une leucémie. C'était le pire scénario en fait qui s'est avéré être le bon. Et puis en même temps, c'était un soulagement de savoir ce qu'elle avait et de pouvoir la soigner, de pouvoir la guérir. Zoé, du coup, elle a fêté ses 5 ans en septembre 2020, donc en septembre dernier. Elle a terminé ses traitements 2 ans jour pour jour après ce diagnostic du 10 octobre 2018. Elle reprend enfin une vie de petite fille. Elle a pu retourner à l'école à la rentrée du mois de janvier, donc le 4 janvier 2021. Au départ, on s'est dit, la maladie de Zoé, c'est pas de chance, c'est vraiment pas de chance. Et puis finalement, on se rend compte que non, qu'en fait, il y a beaucoup trop d'autres enfants qui sont malades, et notamment sur un périmètre finalement très proche de nous. C'est vrai que c'est plus réconfortant de se dire que c'est le hasard, et que c'est vrai que c'est triste, c'est vrai que c'est inquiétant. Je pense que ce soit les élus locaux, tout le monde est inquiet quand même de la situation, parce qu'elle est relativement inquiétante. Mais comme on ne se l'explique pas, on préfère l'oublier, on préfère ne pas en parler. Ils n'ont pas fait de vraies recherches environnementales, aucun prélèvement, je ne sais pas, des sols, l'analyse de l'air, c'est modélisé. D'après les relevés de la qualité de l'ARS, tout est OK. Donc non, finalement, il n'y a eu aucune réelle investigation sur le terrain. Pour moi, il n'y a vraiment rien qui a été fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune explication, on n'a aucune piste vraiment réelle, quoi. Je m'appelle Céline, j'habite en Seine-et-Marne à Autis, donc dans le nord de la Seine-et-Marne. Alors moi, j'ai choisi de rejoindre l'aventure Regard parce que j'ai perdu ma meilleure amie à l'âge de 20 ans d'un cancer pédiatrique, si on peut dire, puisqu'elle était malade depuis toute petite, qui a orienté ma carrière vers un métier d'infirmière et plus précisément en pédiatrie. J'ai eu la chance ou la malchance de travailler et de côtoyer des enfants malades atteints de cancer. Ce sont des enfants qui ont une force et un courage immense et ce sont des enfants qui ne se plaignent jamais, qui ont des soins quotidiens très lourds. J'ai fait un burn-out, j'ai quitté l'hôpital parce que les conditions ne me convenaient plus. On demande de faire du chiffre avec de l'humain et ça ne fait pas du tout partie de mes valeurs. Donc je pense que les aménagements à mettre en place déjà, c'est d'offrir un accueil convenable aux familles, à savoir que ce sont des familles qui passent beaucoup de temps dans les hôpitaux. Il faut que les enfants soient accueillis dans des chambres décentes qui puissent s'accueillir au moins un parent dans des conditions convenables. Et pour moi, c'est la première chose déjà à améliorer pour la prise en charge des enfants.
J'ai grandi donc avec ma meilleure amie que j'ai rencontrée à l'âge de 9 ans dans l'île de Ré. Et quand j'ai appris sa maladie à l'âge de 11 ans, ça a été un choc pour moi. Et Marie-Claude, c'était ma sœur de cœur. On était inséparables pendant nos années au collège, nos années au lycée. Et je le vis encore comme une injustice parce que c'est pas normal de mourir à 20 ans, c'est pas normal de mourir à 5 ans ou à 9 ans ou peu importe l'âge. C'est pas normal de perdre un enfant. Je m'appelle Corinne, je suis la maman d'Eva. Eva a fait 7 ans et demi quand elle a été diagnostiquée d'une tumeur cérébrale, un gliome infiltrant du tronc cérébral. Tout est parti d'un simple strabisme à la suite duquel nous avons passé une IRM. Et là, en quelques minutes, notre vie a basculé dans l'horreur, puisqu'on nous a annoncé sans aucun ménagement qu'il lui restait 6 à 12 mois puisque ce n'était pas opérable et qu'il n'y avait pas de traitement pour elle. Et en effet, Eva est décédée 7 mois et demi plus tard à l'hôpital dans des circonstances inhumaines que je relate d'ailleurs dans le livre Regard. À la suite de son décès, son père et moi avons essayé de comprendre pourquoi elle, sachant qu'il n'y avait pas de cancer dans nos familles. Qu'est-ce qui avait causé ce cancer? Est-ce que c'était notre environnement? Son alimentation, sachant qu'elle mangeait 5 fruits et légumes par jour? Les produits d'hygiène ou d'entretien que nous utilisions? Des examens médicaux que j'aurais passés pendant ma grossesse? Ou un effet cocktail de tout ça? Nous avons alors découvert que 60 ans avant elle, la fille de Neil Armstrong, l'homme qui a marché sur la Lune, était décédée de ce même gliome infiltrant du tronc cérébral. Bref, en 60 ans, aucun progrès n'avait été fait. Nous avons également appris que, comme elle, chaque année en France, 500 enfants décèdent d'un cancer faute de traitement, l'équivalent de 20 classes d'école décimées chaque année. Pourquoi? Parce que la recherche manque de moyens pour avancer, parce que 500 enfants, c'est encore trop peu pour les laboratoires pharmaceutiques. Alors nous avons décidé d'agir via notre association Eva pour la vie d'abord et via la fédération Grandir sans cancer. Regard, c'est un recueil de témoignages de familles, d'entourage d'enfants qui racontent leur histoire, leur combat gagné ou non contre la maladie. Notre objectif à tous est de lever le tabou sur les cancers de l'enfant, de dénoncer le manque de moyens octroyés à la recherche sur ces maladies, pour les guérir efficacement d'une part et pour les prévenir d'autre part en appliquant le principe de précaution dès qu'un cancérigène est identifié. Avec Regard, nous voulons convaincre le grand public, les médias et par ricochet le gouvernement d'investir, d'agir pour offrir les moyens nécessaires à la recherche d'éradiquer les cancers de l'enfant. Alors, Enguerrand était atteint d'un gliome infiltrant du tronc cérébral. Il faut savoir que c'est une maladie très sournoise, donc on ne s'en rend pas compte tout de suite. On s'en est rendu compte surtout grâce à notre entourage. Pendant les vacances, il est parti chez ma belle-sœur qui est kinésithérapeute, et là, elle s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On est venu chercher Enguerrand, on a fait une prise de sang, et rien à la prise de sang. Il a fallu qu'on insiste auprès de notre médecin pour obtenir un scanner. Et là, au scanner, c'est là qu'on a découvert la maladie de notre fils. C'était le 20 juillet 2017. Tout a basculé depuis ce jour-là. La maladie était inopérable et incurable. Il faut savoir que la drogue qu'on nous a proposée, ça marche pour les leucémies, mais pas sur les cancers du cerveau. 9 mois après, le traitement ne marchant plus, il a été en soins palliatifs. On s'est rendu compte que le gliome infiltrant du tronc cérébral n'est pas un cancer génétique, il est environnemental. On suspecte toute la pollution air, terre et eau. C'est un effet cocktail, en fait, lié à l'alimentation, aux lignes à haute tension, certainement à tout ce qui traîne dans l'air avec les pesticides, même si on habite en ville. C'est un ensemble, en fait, de causes qu'il va falloir définir, que les pouvoirs publics vont être amenés à définir. Pendant le combat d'Enguerrand, on était étonné qu'il n'y ait pas d'enquête épidémiologique. Aucun questionnaire de santé a été rempli par la famille. Ils n'ont pas effectué de prélèvement des cheveux, ni du sang, ni des urines. Donc, c'est important que les pouvoirs publics sensibilisent l'opinion publique. Et nous, on bataillera avec vous pour réduire les pesticides, réduire peut-être les ondes électromagnétiques, faire des enquêtes systématiques lorsqu'il y a des clusters d'enfants. Je pense à la région de l'Ouest, où il y a beaucoup de leucémies. On sait que les leucémies, c'est lié aussi à l'environnement comme le cancer du cerveau. Il faut que la santé environnementale devienne une priorité nationale. Constance avait 5 ans quand on a découvert sa leucémie et on a bataillé pendant 7 ans. On a fait une vraie guerre pendant 7 ans contre sa maladie.
Et Constance est décédée le 8 septembre 2017 à l'âge de 11 ans, en emportant avec elle son enfance et ses rêves, parce que c'était une petite fille qui rêvait de devenir astronaute. Philippe Perrin, qui est notre parrain, est venu à la maison pour la rencontrer, pour lui expliquer toute son aventure spatiale. C'était simplement magique. On aide financièrement les parents d'enfants atteints par le cancer, parce qu'on n'a plus qu'un salaire qui rentre quand on a un enfant gravement malade comme ça, que ce soit matériellement ou financièrement pour payer un loyer, une facture ou quelque chose qui n'arrive pas à payer. On donne énormément pour la recherche parce que malgré tout, c'est l'avenir. Il faut trouver des traitements. Un enfant est plus petit, les doses de chimio doivent être adaptées et en ce moment, ce qu'on fait, c'est quand même, on prend des chimios d'adultes et on essaye de les adapter aux enfants. Et l'enfant, même s'il est guéri, derrière a beaucoup d'effets secondaires pour le reste de sa vie. Le gouvernement n'attribue que 2 à 3% du budget global de la recherche au cancer des enfants. C'est vraiment pas suffisant. On n'a plus à démontrer la cause à effet entre cancer de l'enfant et pollution. Je pense aussi que cette utilisation du glyphosate et d'autres pesticides, mais en particulier le glyphosate, est catastrophique. Le gouvernement recule toujours la date d'arrêt. Et ce qui est complètement illogique avec ce glyphosate, c'est qu'on appauvrit les sols complètement. On voit des champs qui sont complètement vierges. C'est que de la terre. Il n'y a plus une seule herbe pour fertiliser. Donc on met le glyphosate pour désherber. Ça rend la terre stérile et on remet par-dessus, pour que les choses poussent, on remet des engrais chimiques qui eux aussi sont nocifs. Il faudrait retrouver une logique dans tout ça en tout cas. Merci de relayer les combats de nos enfants pour pas qu'ils soient oubliés, parce que l'oubli ce serait le pire. Et ces enfants ont fait du bien à l'univers et il faut qu'on le sache. Je suis Stéphane Audren, je suis le papa d'Eva. Après le décès de notre première fille, le 20 janvier 2011, nous avions besoin de savoir pourquoi elle, et pourquoi pas de traitement. Nous avons découvert des réalités inacceptables. Tout d'abord, nous avons découvert que seule une infime partie des fonds de recherche anti-cancer étaient alloués à la recherche sur les cancers de l'enfant. Imaginez bien, aujourd'hui, moins de 2 projets de recherche sur 10 portant sur les cancers de l'enfant sont soutenus par l'Institut national du cancer, alors même que nos chercheurs sont d'un très bon niveau et ont des idées très bien évaluées par les experts internationaux. Concernant les causes, seule une famille sur 10 se voit proposer de participer à une étude épidémiologique durant la maladie de son enfant. Une famille sur 10, alors qu'on nous rétorque souvent que le cancer de l'enfant est rare, et que c'est pour cette raison qu'on n'arrive pas forcément à comprendre les causes des cancers d'enfants qui ne boivent pas, ne fument pas et ne se droguent pas. Rareté, je rappelle quand même que le cancer est la première cause de mortalité des enfants par maladie en France. 500 enfants en décèdent chaque année. À l'échelle européenne, c'est 6000 enfants, soit l'équivalent de 240 classes d'école. Je ne peux pas appeler ça de la rareté. Nous pensons, avec nos camarades de Grandir sans cancer, qu'il faut se mobiliser pour cette recherche, pour mieux soigner, cette recherche, pour mieux prévenir les causes, pour tenter de diminuer un nombre d'enfants diagnostiqués qui n'a jamais diminué sur les 50 dernières années. Nous pensons également qu'il faut mieux accompagner financièrement les familles d'enfants malades et les familles d'enfants décédés. Bien entendu, nous avons obtenu des progrès depuis 2018. Un fonds dédié de 5 millions d'euros par an, mais il en faudrait 20. Nous avons obtenu des avancées, avec Grandir sans cancer et Eva pour la vie, sur la question du deuil d'un enfant. Des aides ont été apportées, ont été créées en 2020. Nous n'avons pas vraiment progressé sur la question de l'aide aux familles d'enfants malades. Et pourtant, il y a beaucoup à faire. Et on le voit bien en cette période de Covid-19, les familles se retrouvent dans des situations encore plus difficiles que d'habitude. Et enfin, sur la question des causes environnementales, tout est à construire. Et sur ce point-là, tout est question de volonté politique. Je sais que Emmanuel Macron est sensible à la question des cancers de l'enfant. Je sais que Brigitte Macron l'est également. J'ai envie de vous dire, ne soyez pas timide, mettez le paquet. Le livre Regard, dans lequel nous témoignons avec Corinne, fait un peu le point de toutes nos actions depuis le décès d'Eva. Des difficultés, des freins, des espoirs, et parfois du désespoir, justement. Ce livre, ce sont des dizaines de familles qui ont écrit, qui ont rédigé, qui ont mis leur cœur, mais ce sont également des milliers de familles qui se reconnaîtront dans ces témoignages. C'est pourquoi
J'encourage les autorités à le lire. J'encourage tout un chacun à le lire, évidemment, mais également nos décideurs à le lire, à s'emparer du sujet pour protéger ce qu'il y a de plus précieux, ce qui est notre avenir, la vie de nos enfants. Bonjour, je représente les Plumes Noctis, une petite maison d'édition associative, solidaire et équitable. Lorsque Laurent Lalo m'a parlé du projet Regard, c'était pour moi une évidence de participer à l'œuvre collective. Les chapitres sont arrivés, l'un après l'autre, tous au prénom d'un enfant dont l'histoire est racontée par l'un de ses proches. Des chapitres plus émouvants les uns que les autres. Je n'avais jamais publié de plus belles histoires d'amour. Ce livre évoque les cancers et les maladies graves infantiles. Il est infiniment pédagogique en nous informant sur les maladies, les traitements, l'accueil hospitalier, l'état de la recherche, les batailles au niveau politique et sur la santé environnementale. Regard est vendu au profit de la Fédération Grandir sans cancer pour financer des traitements adaptés à l'enfant. L'acheter, c'est faire un don. C'est aussi s'offrir une lecture passionnante. Et puis, je conclurai par un bravo et merci à tous les auteurs. Les combats de vos enfants vont être utiles. Ils vont faire avancer les choses.